Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le nouveau décor qui honnêtement je trouve avec ce cadre-là rend vachement bien. J'espère que ça vous plaît. Je vous avais aussi posé la question de si vous vouliez voir avec ce changement de décor le format évoluer. Les réponses ont été extrêmement serrées et finalement légère victoire du non. Donc je pense qu'on va rester comme ça jusqu'à la fin de l'année et on aura un nouveau format des Actu F1 de la semaine pour 2023. En attendant, on reste sur la forme classique et donc je vous propose de découvrir le sujet à la une aujourd'hui. Alors j'ai hésité à vous parler de nouveau de transfert, mais comme c'est beaucoup de rumeurs, je me suis dit qu'on allait plutôt le voir dans la partie 300 à l'heure et on va aujourd'hui se concentrer sur du concret puisque la FIA est en train de réussir et d'atteindre déjà un de ses premiers objectifs avec la nouvelle réglementation moteur pour 2026. L'objectif qui était d'attirer de nouveaux motoristes, de grandes marques, de grands constructeurs. Ça a été annoncé officiellement. Audi rejoindra le sport à partir donc de 2026, voire même un petit peu avant. En fait, les dirigeants donc de la marque allemande ont annoncé qu'ils arriveraient en tant que motoristes en 2026, donc avec cette nouvelle génération de moteurs. Mais on a entre-temps appris qu'ils pourraient débarquer un petit peu plus tôt à travers un partenariat avec Sauber. Ils pourraient racheter 25% des parts de l'écurie, donc Alfa Romeo Sauber, dès 2023. Le partenariat entre Alfa Romeo et Sauber prendra d'ailleurs fin à la fin de la saison justement 2023 et donc en 2024 ils pourraient racheter déjà 50% de Sauber. Ça monterait potentiellement autour de 75% quand ils arriveront en tant que motoristes donc en 2026, mais en tout cas Audi pourrait s'investir déjà progressivement dans la gestion d'une écurie de Formule 1 avant de vraiment arriver comme prévu en tant que motoriste donc en 2026, ça c'est confirmé. En revanche, le média allemand Amus, qui est généralement plutôt une bonne source pour ce qui est des informations Formule 1, révèle que les discussions entre Red Bull et Porsche seraient au point mort et Christian Horner l'a confirmé, rien n'est signé pour l'instant et il semble en fait que Red Bull ait fait un petit pas en arrière car ils ont peur que Porsche prenne trop d'importance dans la gestion de l'écurie et ait une trop grosse influence. Tout simplement, le deal prévoyait, alors des rumeurs qu'on avait eues, que Porsche prenne 50% des parts de l'écurie Red Bull, donc ils auraient autant d'influence que tout le management global de l'écurie à l'heure actuelle, donc tous les Christian Horner, Helmut Marko, etc. Mais donc Porsche aurait une influence vraiment importante et finalement, Red Bull aurait été refroidi, semblerait-il. Donc l'accord n'est pas finalisé contrairement à ce qu'on avait pu entendre et il semblerait même que Red Bull envisage d'autres alternatives comme potentiellement de continuer à développer Red Bull Powertrain et d'avoir leur propre moteur pour 2026 ou bien de se remettre avec Honda qui, juste après être parti de la Formule 1, même s'ils ne l'ont pas vraiment quitté en fait parce que c'est eux qui continuent d'assembler les moteurs à Sakura au Japon pour l'écurie Red Bull et l'écurie AlphaTauri, donc ils sont jamais vraiment partis, qui veulent déjà revenir. Oui, Honda regrette ce départ. Bon, ils sont partis juste après avoir décroché leur premier titre pilote, on comprenait pas trop pourquoi. Là, l'écurie Red Bull est en passe d'enchaîner 2 titres, et donc il semblerait qu'Honda ait des regrets et veuille potentiellement faire son retour en Formule 1, auquel cas ça pourrait se faire avec Red Bull en 2026. On surveillera donc avec attention ce qui va en être du futur motoriste de Red Bull pour 2026. En tout cas, du côté de Porsche, il semblerait qu'ils n'envisagent pas d'autres solutions. Pour eux, ça a l'air d'être Red Bull ou rien, et peut-être qu'en fait ce serait plutôt rien. En tout cas, le constructeur allemand ne motorisera pas une autre écurie. Donc à voir si finalement ça se décante avec Red Bull, si l'accord est retravaillé, s'il y a un nouvel accord tout simplement qui émerge. Mais en tout cas, il va falloir faire vite parce que la FIA a informé de potentiels nouveaux arrivants qu'ils devaient déposer leur candidature et payer les frais d'inscription notamment avant le 15 octobre de cette année. Alors c'est extrêmement tôt. On peut imaginer qu'il pourrait y avoir des arrangements dans le futur, mais a priori, en tout cas, la date limite qui est fixée par la FIA, c'est le 15 octobre. Donc pour des motoristes qui ont déjà un projet sérieux et engagé, comme c'était le cas d'Audi et comme ça semble être le cas de Porsche, en fait, il faut officialiser ça, ou en tout cas le dire à la FIA assez rapidement. Donc on devrait avoir du nouveau dans les prochaines semaines. En tout cas, il y a clairement une hype autour des nouveaux moteurs de F1 de 2026 et il semblerait que même si ce soit simplement une simplification des moteurs actuels et pas une vraie révolution des blocs propulseurs tels qu'ils sont en place depuis 2014, il y ait quand même de très très gros changements. C'est ce qu'a révélé notamment Hywel Thomas qui est directeur général de Mercedes-AMG High Performance Powertrain. Donc en gros, il est à la tête de la construction des moteurs de chez Mercedes. Il a indiqué que l'unité de puissance est
complètement nouvelle, donc tout va changer et que le fait qu'on retire le MGUH, que le MGUK prenne beaucoup plus d'importance, va complètement chambouler en fait l'organisation à l'intérieur donc du châssis et le bloc propulseur sera donc complètement remanié. En tout cas, Mercedes qui a vu en 2014 à quel point ça pouvait être important de prendre de l'avance dans le développement de ce moteur ou d'un nouveau moteur, eh bien, a l'intention de réitérer l'exploit, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, il y a déjà un groupe qui travaille du côté de chez Mercedes sur le prochain bloc propulseur qui pourtant n'arrivera qu'en 2026, donc dans encore plus de 3 ans. Voilà pour ce qui est des moteurs, vu qu'il y a pas mal d'autres infos et notamment rumeurs du côté du mercato, je vous propose tout de suite de passer au reste des actualités F1 de cette semaine. C'est une information qui a été révélée par Autosport. Mick Schumacher devrait quitter la Ferrari Driver Academy à la fin de la saison et donc potentiellement quitter l'écurie Haas. On n'a pas encore de détails sur cette information, mais en tout cas il semblerait que ce soit déjà la fin d'une aventure qui finalement aura été assez courte entre Mick Schumacher et Ferrari, et le pilote allemand pourrait quitter Haas où le favori pour le remplacer est Antonio Giovinazzi apparemment à l'heure actuelle, peut-être notamment parce que la piste d'un Daniel Ricciardo est trop onéreuse, on sait qu'il faut lui payer un sacré salaire à l'Australien, à moins qu'il décide de venir gratuitement, bon gratuitement ça m'étonnerait, mais avec un salaire plus faible, vu que McLaren va déjà lui verser des indemnités, ça c'est peut-être un petit peu plus envisageable. En tout cas, il pourrait y avoir du changement du côté de chez Haas, et quelles issues donc pour Mick Schumacher? Eh bien il semblerait que ces deux seules pistes soient Alpine et Williams, on va y revenir dans quelques instants. Mais selon motorsport.com, il pourrait même se retrouver sur la touche en 2023 après seulement 2 saisons en Formule 1, dont une dans une Formule 1.9, clairement c'était quasiment une F2 la Haas de l'année dernière. Le site d'actualité de F1 qui indique également que le marché des transferts devrait encore beaucoup bouger dans les prochains jours et les prochaines semaines, donc a priori on n'est peut-être pas au bout de nos surprises et des rebondissements, il y en a déjà eu pas mal sur un marché des transferts qui s'annonçait très calme, on pensait que ça y est, Alpine c'était le dernier siège où il allait un peu se passer quelque chose, et bien ça va peut-être en fait encore engendrer du mouvement chez Haas et peut-être encore d'autres chez Williams. Bref, il y a beaucoup d'actions cette année sur le mercato. Le meilleur baquet en tout cas qui est toujours disponible, c'est le deuxième chez Alpine, aux côtés d'Esteban Ocon. Et il semblerait, c'est la rumeur de la semaine, la rumeur franco-française notamment, et ça a fait s'emballer beaucoup de monde sur Twitter, qu'Alpine ait pris contact avec Pierre Gasly. Helmut Marko a dit qu'il ne le retiendrait pas si une offre intéressante était proposée par Alpine, et donc il semblerait que l'écurie française puisse accueillir un duo donc franco-français, ce qu'on a un petit peu de mal à comprendre sur le plan économique, parce que le but justement en devenant Alpine et en étant plus Renault, c'était d'avoir une marque sport à l'international. Ricciardo puis Alonso ont incarné cette image de grand pilote avec une renommée mondiale et que tout le monde connaît, donc qui incarnait vraiment ce projet, et même si sur le plan sportif, un Ocon Gasly c'est très très bon, en termes d'image, c'est peut-être pas forcément ce qu'Alpine imaginait au début. En tout cas, on va surveiller avec attention la piste Gasly. Esteban Ocon, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas du tout amis les deux, a dit que voilà, dans une relation professionnelle, ce ne serait pas un problème. Il a dit qu'il avait des bonnes relations avec Pierre Gasly. Bon, ça on a un peu de mal à le croire, mais en tout cas, il a clairement dit qu'il serait prêt à travailler avec lui. Donc ça, c'est une information à prendre en compte parce que c'était peut-être l'un des points de blocage. Il a tout de même révélé que son favori pour le rejoindre chez Alpine en 2023, ce serait Mick Schumacher. On sait que les deux pilotes sont amis dans la vie et donc forcément, il préférerait avoir son pote à côté dans la monoplace, d'autant qu'en termes de performance, sans vouloir offenser Mick Schumacher, que j'aime beaucoup, a priori, il est quand même à l'heure actuelle un peu moins bon qu'un Pierre Gasly, donc potentiellement plus facile à battre, et en tout cas clairement avec Mick Schumacher, Esteban Ocon serait le leader du projet Alpine, tandis qu'avec un Pierre Gasly, il y en aurait deux des leaders, même si voilà, quand on se bat dans le milieu de peloton, on a surtout besoin de deux pilotes qui marquent des points et qui font progresser l'écurie. Et quid d'un Daniel Ricciardo qui lui continue de lorgner sur ce baquet? Il semblerait que lui veuille discuter avec Alpine, qu'il ait offert ses services à l'écurie française, mais là aussi c'est une question d'image et surtout le fait que Alpine n'a pas envie de revenir avec quelqu'un qui lui a claqué la porte au nez 2 ans plus tôt, même si on le rappelle qu'à l'époque Daniel Ricciardo avait quitté Renault notamment pour protéger ses arrières, parce qu'on savait à ce moment-là que Renault pourrait potentiellement quitter la Formule 1. Finalement, ça n'avait pas été le cas, mais en tout cas, dans une période très incertaine, notamment une période de Covid, Daniel Ricciardo avait sécurisé une très bonne place chez McLaren, mais en tout cas pour Alpine, en termes d'image, de faire revenir celui qui leur a un petit peu planté un couteau dans le dos parce qu'il était au centre de leur projet il y a seulement 2 ans,
Voilà, ça ferait un petit peu mal, d'autant que son niveau de performance n'a pas été exceptionnel sur les 2 dernières années, donc ça reste quand même un petit peu un pari. C'est pour ça, en tout cas, que l'écurie française, c'est certain, ça on en a la confirmation, évalue les différentes pistes. Et si Mick Schumacher n'obtenait pas le baquet Alpine, il lui reste potentiellement 2 solutions. La piste Williams, là je pense qu'on attendra un petit peu plus tard, on l'a dit, c'est probablement le dernier siège qui sera annoncé. Ce sera plutôt les prétendants qui n'auront pas trouvé de baquet ailleurs, ça peut être le cas notamment d'un Daniel Ricciardo. Il y a aussi la piste Logan Sargent en Formule 2, donc on attendra de voir pour le baquet Williams. En tout cas, apparemment Helmut Marko s'intéressait à Mick Schumacher en cas de départ de Pierre Gasly, donc pour faire venir le pilote allemand chez AlphaTauri. On surveillera, ça pourrait être une porte de sortie pour le pilote allemand, même si on sait que lui a généralement besoin d'un certain temps d'adaptation avant de performer et que chez Red Bull c'est vraiment marche ou crève. Mais bon, écoutez, on verra en tout cas si Mick Schumacher peut trouver une porte de sortie en Formule 1. Et si ce n'était pas Schumacher ni Gasly donc chez AlphaTauri, eh bien il semblerait qu'Helmut Marko veuille faire venir Colton Herta, le pilote d'IndyCar lié à McLaren. On avait cru un temps qu'il arriverait en Formule 1 si Andretti rachetait Sauber l'année dernière, puis finalement si peut-être McLaren le prendrait à la place de Ricciardo. Il n'en a rien été et il pourrait finalement se retrouver chez AlphaTauri. Alors à noter que pour l'instant il n'a pas tous les points de super licence, il en a 32 sur les 40 nécessaires. Mais voilà, on est dans une situation un petit peu particulière avec notamment le Covid. À partir de 30 points, la FIA peut octroyer différentes dérogations. Donc en tout cas, si jamais Colton Herta était le choix d'AlphaTauri, a priori on s'arrangerait pour qu'il ait une super licence. Mais ce serait en tout cas un choix très intéressant. Je serais vraiment curieux de voir ce qu'il donnerait dans une Formule 1, même si là comme ça me ferait un petit peu penser à Sébastien Buemi, un pilote qui a réussi aux États-Unis et qui revient un peu plus vieux en Formule 1. Après, Colton Herta n'a que 23 ans, donc il est encore assez jeune et aurait peut-être le temps de s'adapter à la Formule 1. Et enfin, on termine sur les rumeurs du mercato avec 2 pilotes de Formule 2 qui eux aussi sont à la recherche d'une potentielle place en Formule 1. C'est bien évidemment le français Théo Pourchaire qui a connu un week-end très compliqué en Belgique à Spa-Francorchamps. Il a notamment abandonné lors de la course principale à cause d'un nouveau problème mécanique. En tout cas, lui estime mériter une place en Formule 1. Il pense qu'il a prouvé suffisamment pour avoir sa chance et il a indiqué au micro d'RTL qu'il ne refuserait rien. Donc sous-entendu, si Alpine l'appelle, mais aussi si Williams ou si Haas l'appelle, il ira, bien qu'il soit à l'heure actuelle un pilote de la Sauber Academy, donc en théorie si Guan Yu Zhou était re-signé, il n'y aurait pas de place pour lui chez Alfa Romeo Sauber. Eh bien en tout cas, il a indiqué, et on peut le comprendre, qu'il accepterait toute proposition en Formule 1. On verra ce qu'il en est pour le jeune français qui, même s'il ne remporte pas le titre cette année, a indiqué qu'il ne referait pas de 3e saison en Formule 2. Ça s'arrêtera donc là pour lui cette année. Et sinon, il y a toujours l'hypothèse d'être pilote de réserve. Pilote de réserve, c'est ce que vise à l'heure actuelle le leader du championnat de Formule 2, Felipe Drugovich, beaucoup moins médiatisé, notamment parce que c'est de mémoire sa 3e saison en Formule 2. Il se révèle un petit peu sur le tard, mais tout de même leader du championnat et croit toujours à une place en Formule 1 en tant que réserviste. A priori, il n'est pas trop pressenti pour récupérer un des baquets restants sur cette grille, mais il serait notamment en discussion avec Aston Martin pour pourquoi pas devenir pilote réserviste. Et sinon, a priori, en général, pour ce genre de poste, quand vous avez gagné la F2, on vous trouve une place quelque part. Maintenant, pour le voir débarquer un jour en Formule 1, peut-être un remplacement si jamais un pilote était blessé, malade ou quoi. On attendra en tout cas de voir les dernières évolutions du mercato pour cette saison 2023. On enchaîne avec quelques infos sur le calendrier pour vous dire que Spa-Francorchamps a été confirmé pour la saison prochaine au calendrier de la Formule 1. Mais le Grand Prix de Belgique semble être plus que jamais en sursis puisque sa prolongation déjà n'est que pour une seule année et il semblerait que ce soit parce que Kyalami, donc pour un retour en Afrique du Sud, ne soit pas prêt à l'heure actuelle à accueillir la Formule 1. On s'attend plutôt à une prolongation d'1 an, repousser un petit peu le problème en attendant déjà de voir si l'Afrique du Sud serait prête à faire son retour en 2024. Bon, c'est une bonne nouvelle, mais malheureusement, c'est une prolongation qui est trop courte pour l'instant, donc on attendra de voir ce que ça va donner dans le futur. En tout cas, Spa devrait être l'année prochaine programmé le 23 juillet. C'est Zandvoort qui prendrait la place donc de fin août, le 27 août, et qui deviendrait donc le Grand Prix de la rentrée après la trêve estivale. C'est traditionnellement Spa-Francorchamps, donc ce serait un petit peu étonnant. On attendra bien évidemment toutes les confirmations, et derrière, on devrait enchaîner avec le Grand Prix de Monza une semaine après Zandvoort. Justement, puisqu'on parle du Grand Prix des Pays-Bas, petite info rapide sur le circuit, puisque vous le savez, c'est ce week-end le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort chez Max Verstappen, un circuit qui est notamment connu pour son immense banking en sortie de l'avant-dernier virage. Eh bien, il sera cette année possible d'activer le DRS dans celui-ci, en tout cas en séance d'essai libre 1. Un test va être fait pour voir si ça n'est pas trop dangereux.
Ça risque de l'être, hein. Il risque d'y avoir des envolées dans le dernier virage, donc surveillez avec attention la première séance d'essai libre. On espère que la FIA savent ce qu'ils font, parce que bon bah voilà, ça pourrait être dangereux. En tout cas, c'est une information sur le circuit que j'ai trouvé très intrigante et que j'avais envie de vous partager. Et enfin, la dernière info, c'est une info bonus pour vous dire que le jeu de gestion de Formule 1 F1 Manager 22 est sorti cette semaine. Il est disponible sur PC, sur console. Vous pouvez l'acheter. Je ne l'ai pas fait encore de mon côté, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un excellent jeu. J'ai pas la possibilité de vous en faire gagner, voilà, mais j'espère que moi-même j'en gagnerai un pour qu'on puisse le découvrir ensemble. En tout cas, c'est très très cool d'avoir un jeu de gestion enfin avec les licences officielles. Motorsport Manager était super, mais ce jeu-là a en plus qu'il a les vraies licences Formule 1 et tous les vrais pilotes, donc c'est plutôt très très cool. Voilà pour les news de cette semaine. Je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro avant le programme de ce week-end. Cette semaine, nous célébrions les 18 ans d'un événement historique dans l'histoire de la Formule 1, le 7e sacre de Michael Schumacher, qui devenait à ce moment-là le recordman et le resterait pendant 16 ans jusqu'à être rejoint par Lewis Hamilton en 2020, 7 titres de champion du monde. Il a terminé sa carrière à 91 victoires, mais 2004 est particulièrement marquante puisque ça a été l'une des années de domination de la Formule 1. Voilà. Il y a quelques années qu'on retient où la domination a été vraiment énorme, comme en 1988 avec les McLaren, comme en 2020 avec Lewis Hamilton, en 2013 avec Sebastian Vettel, en 2002 avec Michael Schumacher déjà et en 2004. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les 13 premières courses, Michael Schumacher en gagne 12. Et la seule qu'il ne gagne pas, c'est un abandon à Monaco. Sans ça, imaginez qu'il gagne le Grand Prix de Monaco, on était sur 13 victoires consécutives, sachant que le record c'est 9, hein, Sébastien Vettel, et c'est déjà un truc de fou. Clairement, la domination de Michael Schumacher en 2004, c'était absolument indécent. Et pourtant, le 7e sacre de Michael Schumacher a été célébré à Spa, en Belgique, sur la première course qu'il a terminée sans gagner. Il termine en 2e position. C'est d'ailleurs l'une des 3 courses qui a échappé cette saison-là à Ferrari, après Monaco, qui était revenu à l'Italien Jarno Trulli, course incroyable. Et cette fois, le Grand Prix de Belgique qui revient à Kimi Raikkonen, la seule victoire de la saison pour le pilote finlandais. Kimi Raikkonen qui a toujours été très à l'aise à Spa et qui domine ce jour-là, celui qui bat tous les records. Michael Schumacher devient donc septuple champion du monde de Formule 1. Et à partir de là, sa dernière partie de saison sera un petit peu plus compliquée. Enfin bon, compliqué à l'échelle de quelqu'un qui surdomine la saison, c'est-à-dire qu'il va enchaîner 2 deuxièmes places, puis derrière un abandon, une nouvelle victoire au Japon et seulement 2 petits points inscrits pour l'ultime manche au Brésil. Mais c'était une saison de domination incroyable et donc je voulais quand même avoir un mot pour Michael Schumacher. On le sait, lui et sa famille vivent des moments compliqués depuis son accident en 2013 et donc je pense que le meilleur moyen de lui rendre hommage et de penser à eux, c'est de se rappeler du pilote incroyable qu'il était, parce que bon, certes son coéquipier Rubens Barrichello cette saison-là remporte des courses, mais il en remporte 2 contre 13 pour Schumacher, en sachant que les 2 courses qu'il remporte Barrichello, c'est après le sacre de Michael Schumacher, 13 victoires, c'est d'ailleurs l'un des objectifs cette saison peut-être de Max Verstappen, c'est un record en Formule 1 qui a été atteint seulement donc par 2 pilotes, Michael Schumacher et Sebastian Vettel en 2013. À voir si Max Verstappen peut donc sur les 8 dernières manches décrocher au moins 4 victoires, il en est à 9 cette année. Ça semble faisable, et une 5e ferait de lui l'unique recordman, même si voilà, il faut quand même rappeler que quand Michael Schumacher faisait ses 13 victoires, il n'y avait que 18 courses dans la saison, alors qu'il y en a 22 cette année, donc c'est un contexte un peu différent, mais Max Verstappen est en tout cas sur une saison où clairement il va continuer d'aller chercher des records. Hey, wake your ass up, let's go, it's race time. Le programme de cette semaine est forcément l'événement principal de ce week-end, c'est le Grand Prix des Pays-Bas, le 2e consécutif pour une 2e victoire consécutive de Max Verstappen à domicile. On verra ça et on suivra ça avec attention. En tout cas, il y aura encore plus de fans que l'année dernière. L'ambiance promet d'être absolument incroyable. On suivra la course ensemble en direct dimanche à partir de 14h45. Les qualifications sont à suivre à partir de 15h. Là aussi, pas de décalage ce week-end. Et si vous voulez suivre un autre sport juste avant le départ de la Formule 1, vous avez également le Grand Prix de Saint-Marin de MotoGP à retrouver à partir de 14h sur les antennes de Canal+.
Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, comme d'habitude, c'est le meilleur soutien que vous pouvez y apporter. Dites-moi ce que vous pensez du nouveau décor. Moi je vous dis donc à dimanche pour suivre ensemble le Grand Prix des Pays-Bas. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao!